Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end, vous le savez maintenant, toute l'actualité high-tech. Elle arrive, elle sera disponible au mois d'avril. L'Apple Watch va-t-elle révolutionner le secteur des montres connectées? Apparemment, elle aurait des petits problèmes de batterie. On découvrira ensemble un téléphone pas comme les autres, qui est courbé, c'est fait exprès. Il s'agit du LG Flex 2. Mieux qu'un appareil photo de base, mais moins compliqué qu'un réflexe, les appareils compacts experts ont le vent en poupe. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Avril 2015, donc ça y est, on a enfin une date. Enfin, on n'a pas le jour exact pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Tim Cook l'a annoncé la semaine dernière, au milieu de tas d'informations spectaculaires, 74,5 millions d'iPhone vendus, tout va bien pour Apple, rassurez-vous. Oui, tout va bien, et donc voilà, on sait maintenant que cette montre sortira en avril. Elle est très attendue, bien sûr, mais on peut se poser la question, parce que c'est vrai qu'au départ, elle était prévue, on le disait, début d'année. Là, maintenant, c'est reporté en avril, et même si tout cela n'était que des rumeurs, on peut se dire, pourquoi cette montre sort aussi tard dans l'année? Est-ce qu'il y aurait eu des problèmes, soit de conception, soit d'optimisation de cette montre, qui forcément est très attendue, Jérôme? Ouais, alors même si honnêtement, Apple n'avait jamais rien annoncé jusqu'à présent, donc ils ont beau jeu de dire que tout va bien. Mais on croit savoir effectivement que c'est pas facile de faire une montre qui réponde à tout ce qu'Apple a promis, et notamment en matière d'autonomie. Et oui, parce que le site Knife to 5 Mac, qui est, on va dire, dans les petits papiers d'Apple, aurait eu entre ses mains cette montre, en tout cas sur leur poignet, et se serait rendu compte d'une chose quand même qui est effrayante, c'est l'autonomie qui serait catastrophique. Sur les premières versions de cette Apple Watch, 19 heures d'utilisation moyenne, ça c'est ce qu'on pourrait espérer. Mais en fait, on se retrouve avec certaines configurations où la montre ne tiendrait que 2h30 en utilisation intensive, lorsqu'on joue, lorsqu'on se sert beaucoup de ces aspects de connectivité. Alors, autonomie peut-être décevante. Pourquoi en réalité? Eh bien pour des raisons techniques, bien entendu, parce qu'on va mettre dans un tout petit volume l'équivalent quasiment d'un smartphone ultra puissant d'aujourd'hui, donc avec un écran AMOLED qui va consommer beaucoup d'énergie, avec également un processeur qui serait bien musclé et qui lui aussi est une source de consommation d'énergie très importante. Et c'est ce défi technique qu'Apple doit relever aujourd'hui. Et oui, et puis même c'est un défi, c'est une stratégie qu'Apple a pris, et espérons que ce soit la bonne, parce que effectivement mettre la puissance d'un smartphone dans une montre avec une petite batterie, c'est quand même assez osé, donc on peut imaginer qu'Apple prend son temps pour optimiser tout ça. Ouais, au fond, on va s'apercevoir que c'est pas une montre qu'on peut porter au quotidien, mais que c'est un accessoire de smartphone qu'on utilisera ponctuellement, notamment pour faire du sport, puisque les applications sportives prendront tout leur sens. Alors, petite anecdote, il se murmure qu'à partir de ce mois de février, en fait, certains vendeurs dans les Apple Store américains vont tester l'Apple Watch, Jérôme, en avant-première. Alors pourquoi? Déjà pour créer le buzz, parce qu'évidemment, on va voir des vendeurs avec une Apple Watch, on aura envie d'approcher, de discuter avec eux, etc. Mais aussi et surtout... Ils vont se faire kidnapper, non? Pour bêta-tester cette montre. Et on peut imaginer que les vendeurs seront les premiers bêta-testeurs et qui remonteront effectivement à grande échelle, puisqu'il y en aura plusieurs milliers en test, eh bien, les premiers défauts. Rappelons qu'elle sort en avril. Côté tarif, bon, on a une information, mais on n'a pas toutes les infos. Alors, elle devrait coûter à partir de $350 pour la moins chère, et puis rapidement, on ira vers les $500 et on ira même jusqu'aux $4 000, $5 000. Bon alors vous l'avez compris, on n'a pas tordu de smartphone, il s'agit du nouveau G Flex 2 de chez LG, qui a la particularité d'être déjà tordu quand on l'achète. Alors comme son nom l'indique, puisque c'est le 2, qu'est-ce qui change par rapport au précédent qui était sorti l'année dernière? Eh bien déjà, un écran plus petit. Le premier faisait 6 pouces, là on est sur du 5,5, il tient mieux en main. Mais à part ça, il y a quand même très peu de changements. Bon, il est un petit peu plus fin, un petit peu plus léger, on gagne 25 grammes sur la balance. Pour le reste, eh bien, on retrouve ce qui a fait, non pas le succès, mais en tout cas l'intérêt du premier G Flex. Avec cette petite particularité, ce dos qui est en résine auto-réparatrice, encore plus rapide. C'est-à-dire que si vous faites une toute petite marque, un tout petit trait, par exemple avec un porte-clés ou des pièces de monnaie dans votre poche, eh bien, le dos va se réparer petit à petit. Mais alors attention, ce sont vraiment les micro-rainures. Oui, voilà. Ne l'attaquez pas au burin parce qu'il ne se remettra pas d'aplomb tout seul. Ça ne va pas marcher. Et puis en revanche, par contre, ce qu'il aime bien, c'est les traces de doigts.
Oui. Et là, c'est un super attrapeur de traces de doigts. Voilà, là, il faut quand même avoir sa petite éponge tout le temps en main pour pouvoir le rendre propre. Les boutons à l'arrière, ça c'est la particularité des smartphones LG depuis pas mal de temps. Il existe en 2 couleurs, argent et rouge. Il est très très beau en rouge, on l'avait vu au CES de Las Vegas il y a quelques semaines de cela. On notera une coque amovible, mais pas la batterie qui est souple d'ailleurs, de même que l'écran, ce qui permet d'avoir cette espèce de flexibilité. Dans une certaine limite, évidemment. 16 Go de mémoire. Vous pouvez bien sûr rajouter de la mémoire supplémentaire avec un port micro SD. Android 5.0.1, c'est la Lollipop, c'est la toute dernière, avec l'interface qu'on connaît qui est épurée. Welcome to the flat design, plus la surcouche LG, qui est plutôt pas mal, la surcouche Optimus, qui ajoute un confort certain. Et puis, autre spécificité LG plutôt sympa, c'est le knock-knock, ce système qui permet de réveiller le smartphone juste en tapotant sur l'écran, ainsi que le knock code pour le déverrouiller. Eh bien, vous tapotez, là encore, suivant une combinaison que vous avez choisie vous-même. Son prix, à ce LG G Flex 2, 600 €. Ce qui est notable sur ce G Flex 2, eh bien, c'est son processeur. C'est le premier smartphone avec un Snapdragon 8 coeurs 64 bits. Du coup, une puissance assez impressionnante. Son appareil photo aussi est l'équivalent du LG G3 sorti il y a quelques mois de cela. 13 mégapixels, un peu plus de 2 mégapixels à l'avant pour faire de jolis selfies. D'ailleurs, des fonctions selfie assez évoluées. Vous pouvez commander votre selfie avec une petite commande gestuelle en faisant, comme ça, simplement en ouvrant la main, ça fait déclencher votre selfie. Enfin, un point fort également, c'est l'écran. C'est ce fameux écran POLED qu'on trouvait déjà sur le G Flex et qui là est magnifié sur le G Flex 2, comme nous l'explique Bruno Cormier. Cet écran, donc plastique OLED, forcément a des noirs très profonds, donc un très bon taux de contraste, des couleurs bien vives, mais il élimine aussi tous les derniers problèmes qu'il y avait eu sur le premier écran OLED du premier G Flex. Donc il n'y a plus de persistance d'affichage, il n'y a plus de lenteur de réactivité des pixels, il n'y a plus ce petit grain d'image qui était assez perturbant sur les aplats, tout simplement parce que ce nouvel écran est Full HD désormais, donc c'est plus fin et toutes les petites imperfections de grain d'image sont invisibles. À la 5e position de notre classement, nous avons la Jig de Klipsch. Alors Klipsch est une marque américaine spécialisée dans l'audio. La Jig a cette particularité de pouvoir être positionnée horizontalement ou verticalement grâce à un support en forme de U. Le problème, c'est que le support a une fixation assez moyenne. La Jig délivre un son de bonne qualité, mais qui manque un tout petit peu de détails. Quant à l'autonomie, nous avons mesuré 19 heures, ce qui est plutôt un bon résultat. La Speaker to Go de Low arrive en 4e position. C'est une enceinte assez chère, elle coûte 270 € et côté look, c'est pas terrible puisqu'elle ressemble à une grosse brique. En revanche, elle délivre un son vraiment puissant et de bonne qualité. Dommage que son autonomie soit un peu faible puisque nous avons mesuré seulement 8 heures de fonctionnement. En 3e position, nous avons la Soulmate de Jabra. Ce modèle est vraiment incontournable puisqu'il a été lancé en 2012 et en 2014, Jabra a sorti une version avec fonction NFC. La Jabra se distingue par 3 haut-parleurs, dont un spécialement pour les basses, ce qui permet d'avoir des basses de très bonne qualité. Elle est plutôt robuste et livrée avec une sacoche de protection. Et en plus, elle parle. Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting on your phone. Quant à l'autonomie, elle est plutôt correcte puisque nous avons mesuré 12 heures de fonctionnement ininterrompu. La GSB 200 de Grundig arrive en 2e position. Vendue moins de 100 €, c'est une enceinte pour les baroudeurs puisqu'elle est étanche, elle peut être immergée jusqu'à 1 mètre de profondeur dans l'eau et elle résiste à la poussière. Autre argument important, son excellente autonomie puisqu'elle a fonctionné pendant plus de 32 heures. De plus, elle dispose d'un port USB pour recharger votre smartphone. La qualité de cette enceinte est plutôt bonne, mais hélas, elle a un peu trop d'aigus. Et la gagnante de ce top 5 est la Cthulhu 2 de Divacor. Elle arrive en 1re position principalement grâce à son excellente autonomie, puisque nous avons mesuré plus de 40 heures d'utilisation ininterrompue. Donc vous avez largement de quoi l'utiliser sans avoir à la recharger. Autre atout de cette enceinte, son prix, puisqu'elle coûte moins de 100 €. Qu'en est-il de la qualité sonore ? Eh ben, elle est plutôt satisfaisante, mais si vous êtes amateur de grosses basses, hélas, il ne faudra pas l'acheter car vraiment, le manque de basse est le point faible de cette enceinte. Expert
Pourquoi? Généralement, non seulement parce qu'on peut les débrayer manuellement, c'est-à-dire que les experts vont pouvoir s'amuser comme si c'était un vrai réflexe, mais surtout par la qualité des composants des matériaux. Vous allez le voir en magasin, les compacts experts coûtent parfois très cher, parfois plus cher qu'un réflexe doté d'une optique de base, mais c'est tout simplement parce que tous les composants sont de qualité, de l'optique, en passant par le capteur jusqu'au processeur d'image. Le troisième qui sort du lot, c'est le Sony RX100 Mark III. Et là, c'est une prouesse de la part de Sony, dans un appareil qui est, lui, vraiment compact, il fait presque nain à côté du LX100. Sony a été capable d'intégrer à la fois un écran orientable, alors en mode selfie, mais c'est aussi pour pouvoir cadrer au niveau du ventre, mais aussi un viseur électronique encastré dans l'appareil. Donc, il s'agit vraiment d'un appareil hautement technologique, très fin, très rapide, doté d'un capteur 1 pouce, et c'est une première d'une optique qui fait 1.8 de 8 à 24-70, les photographes comprendront, donc avec une belle plage focale pour les experts. Le numéro 2 a une énorme part de subjectivité, il s'agit du Fujifilm X30. À l'usage, cet appareil s'est révélé étonnamment séduisant. D'abord, la qualité des images est vraiment excellente, alors qu'il est à l'inverse du LX100. Il a un petit capteur plutôt conventionnel. Les ingénieurs de Fuji ont vraiment éminemment soigné la qualité optique. Le piqué d'image, vous pouvez le lire sur le test. Nous avons sur le test du X30 partagé des photos. Vous allez voir le piqué, le niveau de détail pour un petit capteur est vraiment impressionnant. Et puis les couleurs c'est du Fuji. On apprécie aussi le viseur électronique et la qualité de construction dans un appareil qui coûte 550 €, qui est donc plutôt un budget modeste qui va permettre d'obtenir une bonne qualité d'image. Le premier, le numéro 1, le nouveau monstre de la catégorie qui est le Panasonic LX100. Si les premiers, c'est pour différentes raisons. La première, c'est pour bien sûr la qualité des images qui est due à son très grand capteur. C'est le plus grand des capteurs qu'on trouve vu qu'il est au format micro 4/3, c'est-à-dire la même taille que ceux qu'on va trouver dans les hybrides de la marque Panasonic et Olympus. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes là, à la fois sur Twitter, sur Facebook bien sûr et sur YouTube. On se retrouve dès lundi pour la vidéo du jour et puis bien entendu samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech. À très vite.